Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Innovation Fund. Donc, je suis Fabienne Davran, donc d'Aerospace Valley. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Laurent Pérez. Et nous avons d'abord, merci à notre collègue Jennifer Deo du service communication qui nous aide aussi sur la technique de ce webinaire. Et donc, nous avons deux orateurs qui vont nous accompagner sur ce webinaire aujourd'hui. Donc, Dorian Odo de la société Nextenso Innovation Croissance et Valérian Gobet de la société Zabala Innovation. Voilà, donc d'abord quelques mots pour démarrer. Donc la logistique, alors tous les participants sont en caméra et micro et thème. Vous allez avoir des questions sûrement, et j'espère, qui vont vous venir tout au long de ce webinaire. Donc je vous engage à les poser sur l'espace questions et puis nous modérerons les questions en deux sessions. Sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera mis en ligne, le replay sera mis en ligne sur la chaîne YouTube d'Aerospace Valley. Voilà, donc en quelques mots, le programme de cet agenda. Donc, bon, une petite introduction de ma part, puis je laisserai nos deux cabinets partenaires se présenter respectivement, puis nous passerons vraiment à la présentation du programme Innovation Fund, avec une partie dédiée en propre à l'éligibilité des projets, au processus de candidature, des exemples de projets financés et également ensuite la présentation de l'AMI, donc l'appel à manifestation d'intérêt que Laurent et moi avons lancé donc récemment, puis une session de questions-réponses. Alors, en quelques mots rapidement, pour vous rappeler que chez Aerospace Valley, on soutient le financement public sur un parcours en 5 étapes. On aide donc nos adhérents tout d'abord à identifier le bon dispositif de financement public, qu'il soit d'origine régionale, nationale ou européenne. Ensuite, on vous aide à trouver vos partenaires pour des projets qui sont faits en consortium de façon collaborative. On vous aide ensuite à préparer la réponse à vos appels à projets. Puis, pour ce qui est des projets régionaux et nationaux, on organise des comités de labellisation et donc on prépare le label d'Aerospace Valley pour certains de vos projets, pas pour les projets européens qui, eux, échappent au mécanisme de labellisation. Et ensuite, on peut vous aider sur le post-dépôt du dossier, qu'il s'agisse de l'accès aux résultats ou parfois, pour ce qui est des projets européens, de nouvelles candidatures. Donc l'équipe, vous avez ici donc nos deux équipes, donc celle qui est pilotée par Laurent, donc équipe France 2030, qui travaille avec Anne Keroué et Julien Fallière sur tout ce qui est dispositif régional et national. Et pour ma part, je coordonne l'équipe Europe avec Diego Carballo qui est basé à Bordeaux, Agnès Stéphane qui est ici à Toulouse, qui sont mes collaborateurs sur la cellule Europe. Et vous avez nos adresses mail génériques si vous souhaitez nous joindre. Pour finir, les outils à votre disposition. Donc, on a une newsletter qu'on produit tous les mois qui s'appelle Financez vos projets, où on fait une sélection d'appels à projets intéressants pour nos filières. Ensuite, on a une communauté qu'on anime sous Connect, où on anime aussi pas mal de communautés sur le financement public. Puis, on fait des webinaires régulièrement, donc comme celui qui nous occupe aujourd'hui. Et ensuite, on fait également de la veille et du décryptage, c'est-à-dire que particulièrement sur les projets européens, on va vraiment vous aider à mieux comprendre les appels à projets qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Je cède maintenant la parole à Dorian Odo et à Valérian Gobet pour leur présentation. Alors, merci Fabienne. Donc du coup, moi pour ma part, très brièvement, donc Dorian Odo, je suis consultant senior chez Nextenso Innovation Croissance. Ça fait 9 ans que je suis dans le cabinet et que je travaille spécifiquement sur les sujets de financement de l'innovation. Et depuis 4 ans, depuis le lancement du guichet Innovation Fund, sur ce guichet-là plus spécifiquement, j'ai accompagné une dizaine de dossiers jusqu'à aujourd'hui. Très brièvement sur le cabinet, donc Inextenso Innovation Croissance, c'est un cabinet de financement, d'accompagnement de projets innovants qui est filiale du groupe Inextenso, qui est un grand groupe d'expertise comptable français qui compte pas loin de 6000 collaborateurs. Nous-mêmes, filiale du groupe, on compte 120 consultants et donc on accompagne sur 3 grands pans des projets
de nos clients, ce qu'on appelle le soutien à l'innovation, qui sont essentiellement des études de marché, des accompagnements stratégiques, des positionnements, notamment pour les entreprises lorsqu'elles sont encore dans leur phase amont de développement. On a un grand pan autour de l'accélération de la transition écologique. On a une vingtaine de personnes qui sont dédiées sur ces sujets, qui sont des tâches assez techniques, qui peuvent être de l'analyse d'impact, ça peut être de la construction de bilans RSE ou de trajectoires carbone. Donc voilà, tout un pan autour de ces activités-là, et un dernier grand pan qui est plutôt historique au sein du cabinet, qui est tout ce qui est question de financement. Alors ces financements peuvent être des aides et subventions, comme ça peut être l'objet de la discussion aujourd'hui, mais également le levier de la fiscalité. Donc voilà grosso modo nos trois grandes typologies d'activités. Si on peut, parce que du coup je vois que j'ai pas la... Si. Ah non, pardon. Très bien, merci. Juste très rapidement pour notre connaissance du dispositif Innovation Fund aujourd'hui. Aujourd'hui, on a accompagné 20 entreprises depuis 2021 sur le guichet. On a 7 projets en cours d'évaluation. Donc, on va dire 7 projets pour lesquels aujourd'hui on attend avec impatience les résultats d'ici 10 jours. Et parmi les 13 qui aujourd'hui ne sont, pour lesquels on a un résultat, on compte 4 lauréats et 4 Project Development Assistants. Donc, c'est à peu près l'eau de consolation lorsqu'on est bon mais pas assez bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de succès qui est de l'ordre d'un tiers sur ce guichet, avec sur notre dernière vague, donc celle qui a clos en avril, des projets de taille moyenne, environ 500 millions d'euros de CAPEX. Bon, c'est une moyenne, il y a beaucoup moins, il y a aussi beaucoup plus. Ce qui peut être intéressant par rapport à notre échange d'aujourd'hui, c'est que parmi les 7 projets qui sont actuellement en cours d'évaluation, deux projets qui peuvent vous concerner, qui sont un projet de fabrication d'ISAF et puis un projet de fabrication d'aéronefs, proprement parler. Donc voilà un petit peu pour notre expérience, et puis au-delà de ça, notre proposition de valeur de manière générale, c'est que on s'appuie sur plusieurs typologies d'expertise. On va le voir dans les slides à venir. Un Innovation Fund, c'est une expertise technique forte, c'est une expertise financière très très forte, et aussi le besoin de s'y connaître un petit peu sur le volet environnemental. On dispose de 3 expertises au sein du cabinet. On s'appuie sur aussi nos sociétés sœurs pour renforcer ces besoins. Et je passe la main, oui, à Valérian pour Pardon, j'avais la main aussi, désolé, j'ai pas fait exprès de passer à la slide suivante. Excuse-moi, Dorian. Donc, t'inquiète, j'allais finir. Ouais, des petites aléas techniques. Merci Dorian pour la présentation. Je suis Valérian Gobet, directeur France de la filiale française du groupe Zavala, donc un groupe international présent dans 5 pays en Europe, en Belgique, en France, en Espagne évidemment, puisque c'est là où est notre siège social à Pamplune, région Navarre, en Angleterre et au Portugal depuis le début de l'année 2023 à Lisbonne. On est à peu près 500, même 530 personnes maintenant au niveau du groupe, avec une très forte équipe sur la partie européenne, puisqu'on est à peu près 110 personnes à travailler sur ces sujets-là spécifiquement. Et sur la partie droite de la slide, vous avez un peu quelques statistiques au niveau des programmes européens. Et notamment, je vais me concentrer uniquement sur la partie de la dernière programmation à partir de 2021, où on a déjà accompagné plus de 660 projets donc, qui ont été déposés, avec un taux de succès de 40%, donc c'est significativement intéressant. Et un retour financier pour nos clients qui dépasse et qui atteint presque le 1,5 milliard en termes de subventions. Ce chiffre est très significatif et largement supérieur à la précédente programmation de par le lancement du programme Innovation Fund, puisque voilà, comme l'a très bien indiqué Dorian, les volumes de projets et de budget de projet sont significativement plus importants dans ce programme-là par rapport à d'autres programmes, et donc ce qui justifie aujourd'hui les retours financiers aussi significatifs. De par notre expérience et expertise dans les programmes européens, on est organisé aujourd'hui en 12 domaines de compétences, 12 domaines d'expertise qui sont précisés en bas à gauche, bientôt 16, puisqu'on a élargi à d'autres domaines supplémentaires. Et simplement, ces domaines nous permettent notamment d'avoir un responsable de domaine qui est un consultant senior qui dispose notamment d'une grande expérience dans les projets du secteur visé et qui va coordonner une équipe de consultants de manière à maîtriser au mieux les programmes de travail, mais aussi les programmes de travail en cours et à venir, les projets principaux dans les domaines
les projets à venir et les acteurs majeurs essentiels à solliciter en cas de projets collaboratifs notamment, de manière à pouvoir conseiller nos équipes techniques de la meilleure des manières lorsque l'on a accompagné des projets dans toute typologie de secteur. On a évidemment une grande expérience et un grand historique de collaboration avec nos clients. Alors, on va travailler évidemment avec je vais pas le détailler ici parce que c'est pas forcément pertinent, mais des structures de la start-up jusqu'à la grande entreprise, en passant aussi par le secteur public, puisqu'on a l'habitude de travailler avec des métropoles ou des universités qui sont elles-mêmes clientes directement de nos services. Concernant l'Innovation Fund, qui est l'objet de ce webinaire-là, chez Zavala, on est positionné sur ce programme-là depuis la publication du premier appel à projet en 2020, où on avait accompagné notamment avec succès un des 7 projets large scale qui avaient été financés. Donc ça, c'était déjà un premier milestone important pour nous. Et depuis, voilà, chaque appel à projet, on a pu continuer l'accompagnement de dossiers avec plutôt de succès. Et ce qui a amené aussi à étoffer aujourd'hui les équipes. On est déjà à 13 projets financés actuellement avec un taux de succès qui avoisine les 40% et 750 millions d'euros de subventions obtenues pour nos clients directement. Ces résultats s'expliquent principalement parce qu'on a une équipe de à peu près de 40 consultants qui interviennent depuis 2023 sur ces sujets exclusivement Innovation Fund. Donc avec des consultants avec un profil plutôt technique majoritairement ici, qui s'appuient également et qui collaborent directement avec une cellule d'expertise financière. Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez nouveau en 2022 chez Zavala. Et comme l'a souligné parfaitement Dorian, la partie financière est vraiment un volet qui n'est pas négligé, loin de là, dans ce programme-là, et qui nécessite vraiment un travail d'équipe entre le client et nous, et notre équipe opérationnelle sur la partie technique et financière. Donc, des choses super importantes. Voilà, on peut avancer, effectivement, slide suivante. Pardon, c'est moi qui me suis trompé, je me suis rendu compte maintenant que ça marche aussi. Chacun son tour. Si tu veux finir, fini. Voilà, exactement. Non, c'était bon, tout est bon. Donc, on peut se tourner effectivement maintenant sur l'Innovation Fund et rentrer notamment dans le contexte un peu global de ce grand programme qui s'insère justement dans une vision stratégique qui a été définie par l'Union européenne dans une optique d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2020-2050 en Europe. Et pour ça, du coup, la Commission européenne a mis en place différentes initiatives et notamment un grand programme de financement qui est l'Innovation Fund. Donc lancé en 2020, comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, et qui vise à soutenir notamment tout ce qui va être autour des technologies innovantes à faible émission de carbone, dans le but de répondre au European Green Deal, dont on a largement entendu parler notamment depuis plusieurs années, et son objectif évidemment de neutralité climatique, comme j'ai souligné un tout petit peu avant. Ici, les secteurs prioritaires depuis le démarrage de ce programme-là sont essentiellement les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, le captage et stockage de carbone, communément appelé CCS, et tout ce qui va être tourné autour des procédés industriels innovants. On verra un tout petit peu plus tard qu'au précédent appel à projet, il y a eu des secteurs qui ont été nouvellement ajoutés, mais voilà, c'était les secteurs en tout cas prioritaires et historiques du grand programme. Pour illustrer quelques chiffres, il y a 121 projets jusqu'à maintenant qui ont été lauréats, aussi bien du volet small ou large scale de l'Innovation Fund, pour un financement global de 6,5 milliards sur la partie large scale et à peu près à 236 millions d'euros pour les projets small scale. Donc on voit vraiment qu'on est dans une dynamique de projets de grande envergure et de moyens financiers significatifs au niveau européen pour aller dans le sens de la neutralité climatique. Non, j'ai sauté du coup. Donc voilà, concernant l'Innovation Fund et à proprement parler l'appel à projet, on va se baser aujourd'hui sur le cahier des charges du précédent call 2023, puisque le prochain ne sera publié que début décembre prochain. Néanmoins, ça vous permet d'avoir un certain nombre d'informations et d'être un peu plus informé sur l'ensemble des prérogatives de ce programme. C'est de l'appel à projet 2023 a été doté d'une enveloppe financière et donc d'un budget de 4 milliards d'euros qui était réparti en 3 grands volets. Un volet général, décarbonisation générale. C'est toutes les technologies et process innovants à faible émission de gaz à effet de serre.
Donc ça, c'était doté d'un budget de 2,4 milliards ici, donc très significatif. Ça visait aussi à soutenir la construction et l'exploitation d'installations innovantes en matière évidemment d'énergie renouvelable et de technologies de stockage d'énergie, et également tout ce qui tournait autour du captage et le stockage géologique de CO2, donc le CCS. À l'intérieur de ce volet-là, il y avait différentes typologie de projet, de par l'importance de CAPEX de chacun des projets. Ils étaient segmentés en small, medium et large scale, ce qui permettait d'avoir un budget spécifique en fonction justement du niveau de CAPEX de chacun des projets. Sans vouloir donner beaucoup plus de détails, il y avait également aussi la partie clean tech manufacturing qui visait surtout à tout ce qui était autour de la construction et exploitation d'installations de fabrication pour, encore une fois, les énergies renouvelables, et dont le raccordement au réseau faisait partie, tout ce qui était électrolyseur et piles à combustible, stockage d'énergie couvrant également les batteries et les autres solutions qui pouvaient être précisées ici, et pompe à chaleur. Et là, on était vraiment dans tout CAPEX supérieur à 2,5 millions, donc des projets qui étaient d'une taille significative et tournés vers la fabrication de composants. Et ensuite, budget plus réduit, mais niveau de risque plus important. On était sur la partie pilote avec un budget de 200 millions d'euros qui visait ici à valider et tester et optimiser des solutions de décarbonisation à très haute innovation dans tout secteur éligible à l'Innovation Fund. Et pour faire le parallèle à ce côté tout secteur éligible, il a été ajouté en 2023 les secteurs maritimes, de l'aviation, dont l'objet un petit peu de ce webinaire ici aujourd'hui avec Aerospace Valley, du transport routier et également de la partie construction. Donc voilà, ce sont voilà l'ensemble des volets de l'appel à projet précédent qui sont en cours d'évaluation et dont les résultats seront communiqués prochainement. Quelques exemples de projets dans l'aviation pour que ça vous parle un petit peu et que ça illustre un peu les propos que j'ai partagés à l'instant. Il y a des projets notamment qui visent à la réduction de consommation d'énergie par unité fonctionnelle. Donc, on va être sur des nouveaux designs, du co-optimisé, du remplacement de la flotte par des avions plus efficaces, la fabrication d'aéronefs électriques ou à hydrogène, ou même de leurs composants. La substitution des fuels existants par les SAF et la partie électrique, hydrogène ou kérosène alternatif avec moins de soufre à la place du kérosène jet A1 conventionnel, et également des projets qui visent à un transfert modal, notamment les nouveaux modes de transport ou combinaisons de modes différents, puisque ça c'est quelque chose qui est en l'air du temps et qui est visé par l'Innovation Fund. Et enfin, évidemment, tout projet qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des impacts climatiques non liés au CO2 de l'aviation. Voilà pour donner quelques exemples macro de typologie de projets dans le domaine de l'aviation. Je te laisse la main. Merci. Donc, si du coup on essaie de vous donner un peu un processus intellectuel, de vous dire, OK, mais à quel moment je suis éligible ou pas, qu'est-ce que je peux faire, dans quel ordre, quelles questions il faut que je me pose. Cette figure, elle a cette vocation, c'est déjà de vous faire comprendre que déjà l'Innovation Fund, donc c'est bien un appel à projet. Vous pouvez être une structure seule ou en consortium. C'est pas l'un ou l'autre. Les deux sont possibles. Pareil, lorsque vous êtes en consortium, vous n'avez pas besoin d'être dans une logique européenne du 3 pays, 3 partenaires. Vous pouvez faire des consortiums franco-français si vous avez envie. Là n'est pas du tout la question. Aujourd'hui, n'importe quelle structure peut aller sur l'Innovation Fund. En fait, le seul élément qui va être important, c'est le fait que vous ayez un projet innovant qui décarbone et dont l'implémentation de ce projet aura lieu dans un des États membres de l'UE, plus Norvège, Islande et Liechtenstein. Donc concrètement, voilà, c'est ça qui est clé, c'est vraiment où le projet aura lieu. Donc si déjà cette première condition, vous avez un projet et il sera implanté sur le continent européen concrètement. Passons à la question d'après, c'est de se dire, voilà, votre projet, est-ce qu'il a une capacité à décarboner significativement? Alors, on va voir un peu plus tard ce que ça veut dire significativement. Donc, il peut avoir la nature qu'il vous souhaitez. Valérie en a donné quelques exemples juste avant. Donc, ça peut être un démonstrateur, ça peut être une usine d'un système complet ou alors simplement d'un sous-système, d'un système plus complet qui se ferait en dehors du périmètre du projet ou de plusieurs sous-systèmes. Enfin, voilà, en tout cas, toutes les natures de projets sont acceptables dans la mesure où le CAPEX minimum de l'investissement que va représenter ce projet représente 2,5 millions d'euros.
Donc voilà, le minimum c'est 2,5 millions d'euros. Tout projet qui aurait des capex inférieurs ne serait pas éligible, serait d'ailleurs à privilégier probablement sur des financements plutôt nationaux ou régionaux. L'Europe cherche des plutôt gros projets sans plafond, comme l'a explicité Valérian juste avant. Donc on voit régulièrement des projets de plusieurs centaines de millions d'euros, milliards d'euros. C'est pas pour autant qu'ils demandent autant d'argent, mais voilà. Il y a également une autre condition qui est que vous devez être en mesure d'atteindre votre décision finale d'investissement, hein, donc la FID, en moins de 4 ans. Donc ces moins de 4 ans, ils s'entendent par rapport à la date de signature de la convention de financement. Donc là, on s'attend on a le cahier des charges doit être connu fin novembre pour le call de 2025. Donc on s'attend à des dépôts en avril 2025. Avril 2025, si tout se passe bien, vous signez une convention de financement en janvier 2026. Et donc, ça veut dire que votre projet doit être en mesure d'atteindre une décision finale d'investissement avant janvier 2030. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, lorsqu'on regarde les 100 et quelques projets qui ont déjà été financés jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que la majorité des projets atteignent la FID en moins de 2 ans. Donc voilà, donc il y a la théorie. Donc, votre projet, pour être éligible, doit être en capacité vous devez être en capacité de commencer la construction du projet en question en moins de 4 ans, donc janvier 2030. Dans la pratique, plutôt, les projets qui ont le plus de chances de succès, janvier 2028. Je tiens à préciser que c'est mentionné sur quasiment toutes les slides. À chaque fois ici, on fait référence au cahier des charges 2023, donc celui de l'année dernière. On attend là à la fin de l'année la publication de celui qui va concerner le call d'avril 2025. Donc tout est voilà. Il faut prendre un peu avec des pincettes tout ce qu'on dit. Normalement, rien ne devrait, on l'espère, changer. Le call est assez mature, mais on n'est jamais à l'abri de certaines surprises. Donc une fois qu'on a dit ça, on arrive sur un premier embranchement. Donc ça dépend de la maturité initiale de votre projet va être importante. C'est-à-dire que dans le cas général, on va figurer dans la branche de droite. C'est ce que Valérian a appelé les projets décarbonation un petit peu généraux, qui sont des projets dont on attend un TRL minimum de 7. Donc c'est-à-dire des projets qui ont déjà fait leur démonstration à plus petite échelle. Donc par exemple, dans le cas idéal, vous sortez d'un projet Horizon Europe, ou alors vous sortez d'un projet IDEMO, ou éventuellement première usine. Enfin, en tout cas, vous avez déjà un premier résultat qui montre que ce que vous avez envie de faire fonctionne à plus petite échelle. C'est le cas idéal. C'est pas une obligation, c'est pas un critère d'éligibilité, mais voilà, dans le continuum, c'est ce qui marche plutôt bien. Et voilà, dans cette case générale, ce qu'on va regarder, c'est que la méthodologie de l'appel à projet vous explique très précisément comment établir votre scénario de référence pour le calcul des évitements d'émissions. Alors ce scénario de référence, il peut être la méthodologie Innovation Fund peut être très très loin de vos habitudes si vous avez l'habitude de faire des ACF classiques, parce que la commission, pour pouvoir comparer tous les projets sur un même référentiel, elle a dû faire des choix méthodologiques importants. Donc typiquement, vous faites une usine, l'empreinte de la construction de l'usine ne compte pas. Voilà, ce qui compte, c'est que ce qui sort de l'usine. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'il faut prendre en considération. Et donc lorsque vous établissez ce scénario de référence, dans le cas général, vous devez démontrer une capacité à décarboner d'au moins 50%. Votre projet doit être en mesure de présenter au moins 50% de réduction d'émissions par rapport au scénario de référence que vous aurez construit. Et une fois qu'on en arrive au bout de cela, il y a un dernier critère qui est important à regarder, c'est que la commission va regarder aussi attentivement le volume de subventions que vous allez demander, rapporté à la valeur absolue d'évitement que vous allez générer. Parce qu'en soi, ce qui est important à comprendre, c'est que ce qui est important, c'est pas forcément d'éviter énormément d'émissions de GHG, dans la mesure où vous ne demandez pas énormément d'argent public en face. Ce qui va être le plus important, finalement, c'est plutôt le côté relatif. Mais voilà, là, si on considère le critère absolu, la commission va regarder. Donc, je prends les aides que je vais demander à l'Innovation Fund et dans les slides un peu plus tard, on va vous expliquer comment on calcule l'assiette éligible et donc les aides que vous allez pouvoir obtenir. Lorsqu'on prend l'aide Innovation Fund, lorsqu'on y ajoute les autres éventuelles aides que vous allez demander et mobiliser pour le projet, typiquement, vous avez encore un programme en cours, première usine ou n'importe quoi, et éventuellement, vous voulez, si vous êtes sur un projet ISAF, vous allez mobiliser des aides OPEX dans l'avenir. Bref, il faut bien cumuler toutes les aides publiques que vous allez mobiliser pour le projet. Vous le divisez par votre capacité, le montant absolu de GHG que vous allez éviter. Et il faut que cette valeur ne dépasse pas
200 € la tonne de CO2, auquel cas vous êtes éliminé si vous dépassez cette valeur. Et même, j'aurais tendance à vous dire, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui a été financé par le passé, j'ai plutôt envie de vous encourager à aller chercher plutôt les 20 € la tonne de CO2 équivalente, plutôt que les 200, parce que voilà, aujourd'hui le niveau de concurrence est tel que, et puis les entreprises sont aussi prêtes à demander beaucoup moins, histoire de maximiser leurs chances de succès. Donc on voit énormément de dossiers avec des demandes en fait relativement faibles pour maximiser les chances de succès. Autre possibilité, l'autre branche, la branche de gauche, celle que Valérian précitait, qui sont autour des projets pilotes. Donc oui, il y a la possibilité de candidater à l'Innovation Fund lorsqu'on a un projet qui est TRL5. Donc on n'a pas encore fait la preuve, on n'a pas encore fait cette démonstration à plus petite échelle. On peut du coup démarrer plus tôt. Mais attention, dans ce cas, on s'attend quand même à des projets qui ont une capacité à décarboner beaucoup plus, donc minimum 75%. Et on s'attend aussi à ce que ce soit des projets qui soient beaucoup plus disruptifs, donc beaucoup plus coûteux à l'heure actuelle versus lorsque on ira plus vers le marché. Donc la Commission autorise à ce que les projets fassent des demandes pour des ratios subventions publiques sur évitement absolu qui ne puisse ne pas dépasser 2000 € la tonne. Donc là, on peut demander beaucoup plus de subventions sur ce guichet-là. Mais par contre, ça se paye par le fait qu'on s'attend à des projets beaucoup plus innovants, beaucoup plus risqués, beaucoup plus décarbonants que la moyenne. Si je remets tout ça un petit peu dans le scope, donc vous l'avez compris, il y a donc 5 guichets qui constituent l'Innovation Fund, qui constituent cette énorme enveloppe de 4 milliards d'euros annuels. C'est la distinction dans le call général en fonction de la taille de votre projet. Est-ce qu'il coûte moins de 20 millions, entre 20 et 100 ou plus de 100 millions d'euros de CAPEX? Est-ce que vous faites plutôt de la fabrication, vous êtes plutôt un projet d'usine? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt un projet pilote, auquel cas le TRL peut être plus faible? Mais attention, il y a une petite subtilité, c'est que les projets pilotes ont un plafond à 40 millions d'euros, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander plus de 40 millions d'euros d'aide, de subvention sur un projet pilote, là où sur les autres guichets, ce n'est pas plafonné. Donc voilà, donc il faut prendre tous ces éléments-là en considération pour établir quel est le bon guichet qui vous correspond. J'ai beaucoup parlé, je vais essayer d'aller relativement vite sur quels sont les critères de sélection des projets. Donc il y en a 5, et vous allez comprendre, ça reprend à peu près ce que je viens de vous présenter jusqu'à aujourd'hui. Il y a le degré d'innovation, votre capacité à éviter des émissions, la maturité de votre projet, la capacité à être scalable ou réplicable, et ce dernier point qui est ce cost efficiency, ce rapport subvention demandé pour une tonne d'émissions évitées. Donc chaque critère est évalué entre 12 et 15 points par les experts de la commission. Une fois que vous déposez le dossier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a aucun échange avec la commission. Donc il faut bien travailler, maximiser ses chances de succès sur tous ces points. Ça vous fait normalement une note sur, dans le cas général, 75. En fonction du guichet, certains de ces 5 critères peuvent avoir un coefficient multiplicateur. Il y a possibilité d'avoir quelques points bonus. Alors, c'est 4 points bonus maximum. Donc, sur 75, ça fait pas grand-chose, mais parfois, c'est ce qui fait la différence. Si vous démontrez que votre projet a la capacité d'avoir un bilan carbone négatif, selon la méthodologie Innovation Fund, vous pouvez avoir un point bonus. Si vous arrivez à démontrer typiquement que vous évitez des émissions que vous ne pouvez pas valoriser dans la méthodologie de l'appel à projet, mais que vous avez quand même des bons éléments, des bons arguments pour valoriser que ça va, des choses autour de ça, vous pouvez obtenir un point supplémentaire. Il y a un point également pour si typiquement vous faites un projet SAF, vous constituez et vous démontrez que vous utiliserez 100% d'électricité renouvelable, auquel cas vous pouvez avoir un point supplémentaire. Et les projets dans le secteur maritime ont un point bonus. Vous allez me dire pourquoi pas l'aéronautique. C'est comme ça, c'est pour le projet maritime, il y a un point bonus. Et donc du coup, l'évaluation se fait selon un ordre précis. On regarde d'abord votre degré d'innovation. Si vous n'êtes pas suffisamment innovant, l'évaluation peut s'arrêter là. Après, on regardera les autres critères qui sont d'abord les critères d'évitement et votre critère de maturité. Il y a des seuils, si vous ne les passez pas, ça s'arrête là. Et enfin, on regarde les derniers éléments qui sont la scalabilité et le cost efficiency. Dans le détail, voilà la grille.
vous voyez donc en fonction de si vous êtes dans le cas général, dans les cas manufacturing, certains coefficients sont à 2 et dans le cas pilot, notamment le degré il n'y a pas de règle, c'est très subjectif, donc il faut que vous donniez les clés à l'expert pour qu'il soit en mesure de se prononcer comme quoi votre projet est le plus breakthrough possible. Sur la partie des évitements, sur les émissions, le critère des émissions absolues ne pèse que 2 points, donc voilà, la quantité absolue n'est pas forcément celle qui est la plus importante. Ce qui va être déjà un peu plus important, c'est les émissions relatives, parce qu'il y a 5 points sur ce critère-là, et surtout, la manière avec laquelle vous allez justifier vos calculs. Donc il va falloir être très vigilant et clair sur la manière avec laquelle vous avez fait vos calculs, parce qu'il y a 5 points à aller chercher là-dessus et un seuil à 3. Donc si la commission estime que vos explications ne sont pas suffisamment claires, vous pouvez vous faire rejeter sur ce critère-là et du coup, l'évaluation va s'arrêter. Donc sur la partie évitement, c'est pas ce qui est le plus difficile. La partie maturité projet, c'est là que le bas blesse et que c'est compliqué. Ce sont 3 critères qui sont subjectifs. Il y a 3 seuils, 3 sur 5 pour chacun de ces critères, la maturité technique, financière, opérationnelle. Et aujourd'hui, la vaste majorité des projets Innovation Fund qui ne sont pas retenus tout simplement parce que la maturité financière n'est pas suffisamment bonne. Les projets ne sont pas financièrement aussi bons que ce que la commission attendrait. Et donc, on voit régulièrement passer des projets à 2 sur 5, 2,5 sur 5 ou tout juste à 3 sur 5, sachant que les lauréats sont très souvent à 3, 4, 5 sur 5. Donc là-dessus, le critère financier est extrêmement clair, extrêmement important. La partie réplicabilité, scalabilité, c'est votre capacité à faire des petits à l'avenir, post-projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est subjectif également. Vous devez présenter les éléments dans le dossier. Et puis la commission jugera. Donc il y a un seuil à 9. Et enfin, le cost efficiency. Donc c'est une notation qui se fait par rapport à ce seuil de 200 ou de 2000 € la tonne de CO2 évité. Donc la formule, on l'a rappelé ici. Voilà, donc en gros, si plus vous vous rapprochez plus vous demandez, moins vous demandez finalement de subventions de manière générale sur votre projet pour une tonne de CO2 évité, plus vous allez vous rapprocher de la note maximale qui est de 12 sur 12 sur ce critère-là, 12 points sur un barème qui, dans le cas général, pèse 72 points, c'est très conséquent. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Également sur la qualité des calculs, la commission ne laissera pas passer un projet qui oublierait par hasard de sommer au numérateur d'autres aides publiques qui iraient en dehors de l'Innovation Fund. Valérian, je te redonne la main. Je te remercie. Au niveau, du coup, voilà, merci beaucoup pour toute cette explication. Je pense que c'est très clair sur la partie critères. Mais qu'en est-il du processus de candidature? C'est là où les choses aussi complexes arrivent. En tout cas, du travail important à fournir et à anticiper ici. Donc là, on a mis quelques éléments de chronologie et d'étapes d'évaluation, en tout cas de préparation du dossier. Dans le cadre du webinaire, et c'est ce qui a été stipulé et ce qui est prévu déjà par Aerospace Valley, c'est de lancer un pré-diagnostic possible de votre intérêt pour l'Innovation Fund suite à la participation à l'AMI. Ensuite, dans le processus, aussi bien pour Inextenso que nous, Zavala, un diagnostic complet doit être réalisé avant même le montage du dossier de candidature, pour la simple et bonne raison que les critères d'éligibilité énumérés et présentés par Dorian juste avant sont suffisamment complexes et importants pour que une sorte de due diligence soit effectuée avant même de s'attaquer à compléter des dossiers annexes ou autres du dossier Innovation Fund, puisque voilà, il y a des éléments, on va dire, des points étapes à cocher pour aller sur ce guichet-là. En termes de dossier à proprement parler et en termes de timing, je ne vais pas forcément tout détailler ici. Néanmoins, l'an passé, sur l'Innovation Fund 2023, la deadline, la publication de l'appel à projet avait été effectuée fin novembre 2023 pour une soumission de dossier le 9 avril 2024. Cette année, il est attendu à ce que l'appel à projet soit publié le 3 décembre prochain.
ce qui théoriquement nous amènerait vers une deadline de dépôt de dossier autour de la mi-avril. Mais encore une fois, je reste prudent par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui filtrent à ce niveau-là. Néanmoins, en termes de travail et de rétro-planning, il faut vraiment envisager de lancer le diagnostic complet au moins 4 mois avant la date limite de dépôt de dossier, puisque le travail à fournir aussi bien seul qu'accompagné par un cabinet de conseil, parce que même si le cabinet de conseil va vous permettre de réduire le temps à passer sur toutes les étapes du process, mais des éléments doivent être travaillés en amont et pendant le dossier, et donc nécessite de prévoir autour de 4 mois de travail avec votre conseil pour la soumission au mois d'avril. Et comme l'avait dit Dorian, voilà, il y a un délai pour avoir la publication ensuite des résultats qui serait attendu pour ce prochain volet en automne 2025. On va dire un démarrage, une signature de l'accord de subvention début 2026, pas avant, et un démarrage de projet autour du début du deuxième semestre de l'année 2026. Donc voilà, on voit qu'on est sur un rétro-planning qui est quand même à moyen terme. Concernant le dossier à proprement parler, il y a tout un certain nombre d'éléments qui sont obligatoires à être complétés et soumis auprès de la Commission européenne, notamment un formulaire administratif, qui s'appelle la part A, et une description technique qui est la part B, qui va s'attendre à ce qu'il y ait un maximum de 80 pages sur ce volet-là. C'est des choses assez classiques en termes de projet européen, mais qui permettront de décrire le projet et toutes des choses que l'on va voir un petit peu ensuite. La forme C permet de soumettre les données supplémentaires du projet, donc des détails supplémentaires qu'on pourrait amener, parce que vraiment dans l'Innovation Fund, il faut vraiment garder à l'esprit que chaque élément doit être justifié et que la justification soit suffisamment cohérente et pertinente pour être prise en considération. Donc vraiment du détail et du détail et du détail, je dirais. On doit soumettre également un tableau budgétaire qui soit détaillé avec la partie coût pertinent et les Financial Information File. Donc ça, c'est tous les éléments financiers liés au projet. Les éléments de justification et de calcul, notamment sur l'évitement des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un fichier Excel qui est templaté par la commission. En tout cas, les informations ne sont pas à sortir du chapeau d'une certaine mesure. C'est vraiment linéaire et les informations doivent être travaillées aussi pour répondre aux différentes questions du template. Des informations sur les participants dans le cas où le projet ne serait pas individuel. Le calendrier et le diagramme de Gantt pour bien schématiser les étapes du projet et le work plan. Le modèle financier détaillé et aussi des documents qui ont une limite de 60 pages maximale chacun, notamment une étude de faisabilité, élément super important de l'instruction du dossier, un business plan également hyper important et qui doit être très cohérent et très détaillé pour s'assurer, en tout cas, que les évaluateurs, justement, puissent juger la maturité financière du projet, notamment. L'étude de faisabilité sera plutôt sur la partie maturité technique du projet et un document qui s'appelle le Knowledge Sharing Plan sur le partage de connaissances liées au projet qui doit être également quelque chose à ajouter dans les éléments obligatoires du dossier. Néanmoins, il y a des éléments supplémentaires qui sont optionnels, mais qu'on encourage fortement à être adossés au dossier de manière à renforcer, on va dire, certains éléments sur le contexte, sur l'élément d'éligibilité qui est qualifié de maturité, notamment des lettres de soutien. Ça peut être des lettres de soutien d'entités qui soient intéressées par l'aspect réplicabilité du projet ou d'autres aspects. Tout ce qui va être terme des accords de fourniture, construction, prise en charge, autres contrats commerciaux qui sont clés pour la construction, la phase d'exploitation et son état d'avancement. C'est-à-dire que si vous êtes déjà en train de discuter avec un fournisseur sur la partie technologique ou quoi que ce soit, si vous avez des éléments déjà draftés ou en tout cas en cours de confirmation d'un point de vue contractuel, c'est toujours mieux de les mettre dans le dossier, tout comme peuvent l'être aussi les permis, licences et autorisations, puisque si vous êtes dans la construction d'une nouvelle usine, typiquement démontrer que vous avez les autorisations locales pour construire, et en tout cas qu'il n'y aura pas de problématique d'autorisation liée à votre projet. C'est vraiment des éléments qui sont sensiblement importants, notamment les permis de construction, ou en tout cas d'avoir des drafts qui sont liés
liées à ça pour montrer cette maturité-là, et aussi des autorisations sur des technologies un peu disruptives et nouvelles, les autorisations nécessaires à pouvoir utiliser et mettre en œuvre ces technologies par la suite. Donc voilà, tous ces éléments-là font partie du dossier global à déposer auprès de l'Innovation Fund 2023. On espère que 2024 suivra justement cette trame, mais on en saura un peu plus que le 3 décembre prochain. Dans la partie B, et notamment la partie descriptive technique, finalement, on retrouve tout ce que Dorian a bien expliqué avant, à savoir une structure de dossier qui va reprendre les critères d'éligibilité, à savoir le degré d'innovation, la partie évitement des émissions de gaz à effet de serre, en tout cas potentielles, maturité du projet sur les différents pans qu'on a pu voir aussi plusieurs fois ensemble, la réplicabilité, la partie efficacité des coûts, justification des éléments aussi liés aux points de bonus, même s'ils sont peu nombreux, ça vaut le coup d'aller essayer de gratter un point ou deux supplémentaires lorsque c'est possible, et évidemment tout le détail du work plan avec les activités, les jalons, les livrables et le timing, puisque voilà, qui dit maturité technique et financière dit aussi prévision des activités dans un temps donné à respecter du mieux possible. Et différents éléments aussi à soumettre sur la partie éthique et sécurité lorsque cela doit être le cas. Donc voilà, ce sont tous les éléments sur lesquels il faut apporter le maximum de justification de manière à ce que le dossier soit instruit avec un maximum de détails pour que les évaluateurs aient la sensation que l'ensemble des 5 critères soient les plus qualificatifs possibles et de manière à atteindre la note la plus maximale. Puisque comme l'a dit Dorian, vous êtes en compétition avec d'autres projets qui sont tout aussi excellents et du coup l'idée c'est d'avoir le petit bonus point supplémentaire de manière à s'assurer un financement ensuite. On est dans un mécanisme de financement ici qui est intitulé comme lump sum, c'est-à-dire que le paiement et le versement de l'aide a lieu une fois que le lot de travail est finalisé ou que les livrables ont été soumis ou même que des jalons ont été atteints pour une période donnée. C'est-à-dire que dans ce volet un peu transversal, il y a l'étude de faisabilité qui a été effectuée précédemment. Vous allez déposer un dossier Innovation Fund, donc avoir, je l'espère, la validation de la Commission européenne qui vous donne un accord pour justement recevoir un financement. Mais le financement, vous n'allez pas le recevoir immédiatement, puisque vous allez commencer une période de FID qui va durer maximum 4 ans, mais dans un idéal, être réduite à peut-être autour de 2 ans, de Project Preparation, qui va vous permettre d'atteindre le Financial Close à la sortie de cette partie-là. C'est une fois que vous allez justement valider ces différents jalons, livrables, intermédiaires, etc., vous allez commencer à recevoir du financement de la part de Cinea, de la Commission européenne, pour débuter ensuite le volet construction de votre projet, et donc le volet investissement pur, donc CAPEX de votre projet, qui va au fur et à mesure des investissements que vous allez faire, valider certaines étapes de votre work plan et débloquer du financement qui est adossé à justement ces différentes étapes, de manière ensuite à finaliser, on va dire, cette étape de construction et commencer la phase opérationnelle, je dirais, et qui va durer autour de 5 ans généralement, et qui va vous permettre de faire un monitoring notamment des gaz à effet de serre qui ont été évités, en tout cas les émissions de gaz à effet de serre qui ont été évitées de par les investissements que vous avez réalisés, des technologies que vous avez mis en œuvre, et vous assurer que par rapport aux estimatifs que vous aviez définis au départ, vous n'êtes pas totalement éloigné, auquel cas la subvention qui vous sera octroyée sera d'autant plus réduite. Donc l'idée, c'est de bien travailler en amont du dossier, bien maturer aussi la partie émissions de gaz à effet de serre qui vont être évitées, puisque finalement, vous allez être aussi évalué sur cette base-là, puisque votre financement, comme l'a dit Dorian un petit peu avant, est adossé à ce calcul et cette valeur relative et absolue d'évitement de gaz à effet de serre. Quelques bonnes pratiques, puisque c'est important. Je parlais un petit peu avant de 4 mois minimum de travail sur le dossier. On ajoutera aussi que même avant de commencer un dossier Innovation Fund, il est super important de bien dédier une équipe ressources, aussi côté client. Évidemment, côté conseil, on a ce devoir
de fournir les ressources nécessaires et complémentaires aux vôtres. Mais de votre côté, il est vraiment super important de notre expérience d'avoir une personne et un interlocutrice préférentielle sur la partie financière, qui ne sera pas forcément la même personne que pour la partie administrative ou technique. D'avoir vraiment des gens avec qui interagir régulièrement dans la phase de montage de dossier, de manière à parler, avoir le même langage et être capable d'appréhender le niveau d'information qui est attendu et demandé par le programme Innovation Fund. Également, ne pas traîner dans la partie financière, c'est-à-dire que le business plan est un point essentiel du dossier également et qu'il ne faut pas attendre les 6 à 8 dernières semaines pour travailler sur ce sujet-là, puisque ça va d'autant plus retarder les avancements sur le projet. Le critère de maturité, comme on l'a dit, est le critère le plus difficile, quelque part, de l'ensemble des 5 autres, et qu'il est bien important de dédier du temps à la partie feasibility study, qui doit être préparée et qui, même en amont de la phase de démarrage de dossier, pour démontrer la maturité du projet, aussi bien technique, financière ou autres aspects réglementaires aussi, de manière à convaincre les évaluateurs. Et ensuite, évidemment, les calculs des émissions de GHG doivent être anticipés, notamment lorsqu'on va faire une étude de faisabilité et déterminer, notamment dans un diagnostic, si un projet est en capacité d'aller se confronter à la concurrence à l'Innovation Fund. Ce critère-là sera aussi analysé, puisque je vais parler par expérience, mais lorsqu'une entreprise rentre en contact avec nous et n'a aucune idée justement de ces aspects-là, c'est presque un go-no-go, dans le sens où si on n'est pas capable d'avoir un ordre de grandeur ou de travailler un petit peu en amont sur ces évitements d'émissions à gaz à effet de serre, ça peut être sujet à ce que même le conseil dise non, on pourra réfléchir par la suite à mettre en place des choses ensemble pour la prochaine édition, mais si on est dans le délai de moins de 4 mois, il paraît trop tard pour atteindre le niveau de maturité du projet nécessaire pour obtenir un financement tout simplement. Voilà sur les bonnes pratiques. Je relaisse la parole à Dorian pour les exemples de projets financés. Alors, du coup, parlons un petit peu projets financés dans la filière aéronautique jusqu'à aujourd'hui, puis on regardera aussi quelques stats en France. Aujourd'hui, avec tous les mots-clés que vous voulez autour de la filière aéronautique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par le passé, il n'y a pas eu énormément de projets qui ont été déposés parce que de manière un peu officielle, la filière aéronautique n'a rejoint, comme disait Valérie en introduction, qu'en 2023, le programme. Donc, voilà, il y a eu on va dire, beaucoup plus de candidatures qui ont eu lieu là sur la nouvelle vague. Mais voilà, dans ce qui a été financé par le passé, on a pu identifier 2 projets qui sont 2 projets SAF qui sont d'ailleurs, de manière assez drôle, tous les deux dans des pays nordiques, où concrètement, là, on vous a remis quelques éléments caractéristiques de ces projets. Donc là, un premier projet qui visait à faire typiquement 82 000 tonnes de SAF annuel, qui était coordonné par Shell, avec parmi bénéficiaires, on avait Vattenfall et Lanzatech. Donc typiquement, on voit aussi qu'on peut avoir des partenaires hors Europe. Comme je disais, c'est le lieu d'implémentation du projet qui compte. Un projet qui était en capacité d'éviter 2,7 millions de tonnes CO2. Alors, je vous rassure, c'est pas par an, c'est sur les 10 premières années d'opération, qui a demandé 80 millions d'euros de subventions. Donc, il les a a priori obtenus, dans la mesure où le projet aura lieu et fonctionnera jusqu'au bout, il devrait les obtenir. Un projet qui au total coûtait 375 millions d'euros en termes d'assiettes éligibles. Et donc du coup voilà qui a démarré le 1er janvier 2023 et qui devrait se terminer en mars 2027. De manière similaire, mais quand même bien plus gros en matière de subventions obtenues. Donc un deuxième projet en Suède. J'ai récupéré un peu moins d'informations sur ce projet-là. La fiche qui est en ligne sur le projet est un petit peu plus légère. Cette fois-ci un projet qui était monopartenaire, avec ici 8,7 mégatonnes de CO2 évitées sur les 10 premières années d'opération, mais une subvention qui touche quand même 166 millions d'euros. Donc voilà, des ordres de grandeur qui sont assez importants et qui devraient normalement atteindre la FID en 2025 pour rentrer en opération en 2029. Donc on voit bien quand même, il y a quand même 4 ans de période de construction. Ce qui me permet d'ailleurs de bien préciser qu'un des avantages de l'Innovation Fund, on parle ici de 166 millions d'euros, ce n'est pas une aide d'État, ce n'est pas notifiable à la Commission européenne. Donc une fois que le projet est déposé, qu'il est obtenu, vous ne rentrez pas dans tout un
bordel administratif avec la commission. Enfin, il y a quand même la phase de contractualisation, etc. Bon, celle-là, elle est un peu plus classique. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de faire une notification, un dossier de notification, comme vous pourriez le faire si vous avez obtenu 20, 30, 40 ou 50 millions d'euros d'aide d'État, comme ça peut être beaucoup le cas, notamment dans les projets ENR, si je tire des analogies. Quelques statistiques en France. Alors, jusqu'à 2022, c'est un tableau qui nous a été fourni par le point de contact national, que d'ailleurs je vous encourage tous à aller interroger ou en tout cas échanger avec lui, en tout cas à minima notifier votre volonté d'aller sur le guichet si tel est bien le cas. Donc on se rend compte que donc par le passé, en fait, il y avait une claire distinction entre les petits projets, les projets small scale, qui à l'époque coûtaient moins de 7,5 millions d'euros, et les gros projets qui étaient tout ce qui était au-dessus de 7,5 millions d'euros sans plafond. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur les schémas qu'on a présentés, c'est un peu mieux réparti, c'est-à-dire qu'ils ont revu un petit peu les seuils. Maintenant, il y a des small, il y a des medium, il y a des larges. Enfin, ils ont un petit peu reconstruit tout ça. Mais avant, il y avait il y avait que 2 guichets et il y avait 2 appels à projets par an, un pour les gros, un pour les petits. Donc c'est pour ça qu'on a des statistiques qui sont un peu plus fines que là à l'avenir, où on devrait avoir des gros pots communs dans lesquels il faudra identifier un peu plus finement les résultats. Mais ce qu'on voit, c'est que hormis le tout premier appel à projet, celui de 2020, qui a clairement constitué le base ground, enfin, c'était le crash test pour tous ceux qui se sont lancés sur le guichet. Passé 2020, on se rend compte que pour tout ce qui est small scale, donc les projets de petite envergure qui aujourd'hui sont dans la matrice des projets qui coûtent moins de 20 millions d'euros de CAPEX, on a un taux de succès national francophone qui est super intéressant, à quasiment un tiers. Voilà, 25-30% de taux de succès. Quasiment tous les projets qui dépassent les seuils que je vous ai présentés sont financés. Donc c'est-à-dire que tous les projets quasiment, à la mesure où ils sont bons, sont financés. C'est très différent des large scale, des gros projets, où là le niveau de concurrence est tel que là les taux de succès s'effritent énormément. On est plutôt autour de 10% de taux de succès sur ces guichets-là, donc ça commence à être bas, mais l'enjeu est quand même élevé. Donc voilà, donc on a quand même des vraies chances de succès sur ce guichet. C'est pas d'autres guichets européens type USA Accelerator où on peut avoir des taux qui deviennent quand même assez faibles. Donc il y a une vraie chance de succès, notamment pour les projets de taille plutôt petite. Donc là, la stat 2023 hein, qu'on attend avec impatience, donc ça s'appelle IF23, mais c'est les dépôts 24. Il y a eu quand même 337 dossiers déposés, beaucoup de choses, c'est très réparti entre du small, du medium, du large. Vous voyez sur le large scale qu'il y a beaucoup plus de gens les gens vont parce que l'enveloppe est plus grosse et puis c'est aussi là où on peut obtenir des enveloppes très intéressantes. Et on se rend compte que pour cette première vague qui était ouverte aux nouveaux secteurs mobilité, donc maritime, aviation, road transport, etc., 34 projets déposés. Donc on a hâte de voir là dans les prochains jours combien de ces projets se transformeront en lauréats. Mais c'est quand même assez intéressant. Enfin, quelques enseignements tirés. La commission a fait un super travail il y a un rapport de knowledge sharing qui a été publié au cours de l'été avec son analyse de tout ce qui a pêché sur les 3 premières vagues de l'appel à projet. Donc je vous invite à le lire, il y a plein de statistiques qui sont très intéressantes. Ingénierie financière insuffisante, c'est là-dessus que la majorité des projets se cassent la figure. Les CAPEX et les OPEX insuffisamment présentés, Valérie on l'a dit, si vous êtes en discussion avec des personnes, pour faire des devis, demander des éléments contractuels, enfin pas contractuels nécessairement, mais pré-contractuels, des lettres, etc., pour essayer de crédibiliser toutes les hypothèses de votre plan de financement. Il faut que chaque chiffre de votre Excel, finalement, il y a un document derrière qui le justifie. Oui, ça va faire un dossier qui va faire 600, 700, 800, 1000 pages s'il faut, mais c'est à la hauteur de l'enjeu du guichet. Portage flou, super important. C'est pas 2 mois avant le dépôt du projet qu'on se pose la question si on veut monter une SPV ou pas, typiquement. On le voit souvent, des consortiums qui arrivent, qui se disent oui, on va monter une SPV. Comment est réparti votre capital? On verra ça plus tard. Non, c'est pas possible. Toutes ces questions-là sont pas crédibles. Votre business plan n'est pas crédible. La commission va pas chercher à se poser la question de si vous allez vous mettre d'accord ou pas. C'est trop risqué. Majorité des cas, vous allez être retoqué là-dessus.
Dossier comportant trop d'incohérences, ça c'est également une erreur importante. Attention, les évaluateurs passent beaucoup de temps sur les dossiers. Ils les lisent très finement, très précisément. Ils lisent tous tout. Ils font très attention et donc du coup, lorsque vous faites des dossiers très gros, même si c'est limité en pages, il y a une capacité à faire des non-sens ou en tout cas à créer des incohérences entre deux documents qui peuvent être, voilà, je veux dire, on est dans des dossiers d'excellence, donc oui, il y a une valeur de TRI qui est à 4 dans un document, à 4,5 dans un autre parce que vous avez modifié le business plan au dernier moment. Et ben voilà, c'est ça qui peut faire la différence et vous faire perdre des points précieux. Dossier complet, incomplet ou inéligible, donc bon, ça je l'ai mis, normalement ça se voit assez rarement, mais la commission assez régulièrement est revigilante sur le fait qu'elle reçoit régulièrement des projets où le dossier est incomplet. Il manque des annexes, donc voilà, ça c'est pas possible. D'ailleurs, Valérian l'a dit, hein, il a montré, il y a plein d'annexes qui sont optionnelles, c'est pas parce qu'elles sont optionnelles qu'en fait, elles sont quasiment obligatoires en fait. Donc voilà. Dernier point. On l'a mentionné, mais là cette fois-ci, je souhaitais l'illustrer pour bien finir. Bon, l'idée c'est pas de vous convaincre de travailler avec un cabinet conseil, mais c'est surtout de vous faire bien réaliser que la commission a fait un donc c'est des chiffres de la commission. Elle a fait un questionnaire auprès de tous les précédents entreprises et structures qui ont candidaté à l'appel à projet. Elle a voulu savoir combien de temps les entreprises ont passé sur leur dossier de candidature et combien de personnes elles ont mises sur le dossier. Donc on se rend compte quand même que dans la majorité des cas, ce qui nous manque, c'est de savoir comment ces statistiques se transforment en dossier lauréat. Mais bon, bref, ce qu'on voit quand même, c'est que la majorité des lauréats consacrent plus de 3 ETP à la constitution du projet pour 45% d'entre eux, 12 semaines. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même un investissement d'entreprise sur ce guichet-là qui est extrêmement important. Et je crois que ça clôt ma partie. Oui, merci à tous les deux, Dorian et Valérian. Donc, je vais vous présenter moi rapidement l'AMI. Donc, vous avez vu, c'est un guichet extrêmement intéressant, mais très difficile à monter quand même. Donc, on a décidé d'avoir cette AMI, de lancer cette AMI. Donc, on l'a lancé en fait fin septembre dernier. Auparavant, on avait lancé un appel à mentorat auprès des cabinets conseils pour qu'ils nous accompagnent sur cette AMI. Donc les deux lauréats donc de cet appel à mentorat ont été donc Inextenso Innovation Croissance et Zabala Innovation qui ont été sélectionnés. Et donc l'objectif de l'AMI, c'est de vous accompagner sur des pré-diagnostics de faisabilité. Donc, ces pré-diagnostics sont gratuits pour nos adhérents et ils vont permettre d'évaluer la faisabilité d'une candidature. Puisque vous avez vu, c'est un guichet un programme très exigeant et donc c'est intéressant quand même de vérifier au préalable que vous êtes bien dans le scope de l'appel et que vous avez toutes les données pour déposer une candidature. Bien sûr, comme on l'a écrit sur la planche, ça ne remplace pas un accompagnement puisque vous avez vu qu'il est nécessaire de passer du temps et sur le montage des candidatures. Donc, comment ça va se passer ensuite? Donc, le calendrier. Donc, on a lancé l'AMI le 20 septembre. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur le webinaire. La date limite pour candidater à l'AMI, c'est le 18 octobre. La semaine d'après, on va sélectionner les dossiers qu'on va diriger vers nos deux cabinets partenaires. Donc, ils vont réaliser tout au long du mois de novembre ces pré-diagnostics. Évidemment, on va s'adapter puisqu'on vous l'a dit, hein, l'appel à projet Innovation Fund 2025 n'est pas encore sorti. Donc, on sera susceptible de modifier les dates en fonction des données de ce futur appel à projet. Alors, comment ça se passe pour participer à l'AMI? Donc, vous devez remplir un formulaire qui est très simple. Hein, d'ailleurs, on l'a fait très simplement pour ne pas que ça vous prenne trop de temps. Donc, sur une page, il faut le déposer donc à une adresse mail que vous avez ici en bas de la planche.
donc avant le 18 octobre. Voilà. Ensuite, bien, on va diriger les dossiers vers nos cabinets partenaires. Et donc, les diags seront réalisés par l'un ou l'autre des deux cabinets sur le mois de novembre pour pouvoir être en capacité de préparer une candidature, si le résultat de ce pré-diagnostic est positif, alors il faut le temps de préparer la candidature pour répondre à l'appel à projet. Voilà, donc voilà pour la présentation de l'AMI. Alors on a eu quelques questions dans le chat que je vais laisser Laurent poser donc à nos deux spécialistes Innovation Fund. Oui, merci pour vos questions. Vous pouvez continuer à les poser par écrit en continu. On va les prendre au fur et à mesure de leur ordre d'arrivée. On avait des premières questions concernant les filières adressables. Donc, on a parlé de la nouveauté sur la filière aéronautique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'accès aux entreprises de la filière spatiale? Laurent, tu veux peut-être nous les dispatcher les questions, comment tu veux faire? Oui, bah vas-y, Oui, Dorian, vas-y, on voulait. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas de limitation en théorie sur les secteurs éligibles. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de secteurs éligibles, il faut bien comprendre, l'Innovation Fund, son budget provient du marché carbone, d'accord? Donc ça provient des filières qui sont soumises à l'EUETS. Donc plus il y a des filières qui rentrent dans le marché, plus ça gonfle l'enveloppe. Et donc du coup, la commission, elle se dit, bah, vu que c'est eux qui payent, c'est quand même mieux que ce soit eux qui reprennent. Pour autant, il y avait déjà des projets de la filière aéronautique qui s'est postulé avant même que la filière devienne entre guillemets éligible. Il n'y a pas vraiment de question d'éligibilité. Vous l'avez vu, les critères, lesquels sont-ils? Il faut être en mesure de décarboner au maximum. Il faut avoir un projet qui est mature. Il faut rentrer dans tous ces cadres-là. Donc, moi aujourd'hui, je vois aucune exclusion à la filière spatiale. Est-ce que j'ai pas non plus vu des lauréats dans la filière spatiale. Donc en gros, le risque, c'est que on n'a pas de Rex aujourd'hui. Mais en soi, aujourd'hui, il n'y a pas enfin, je veux dire, il n'y a pas une liste comme il peut exister sur d'autres appels à projets de filières qui seraient exclues à proprement parler du dispositif. D'accord. C'est très clair. Merci. Il y a une question sur les CAPEX. Vas-y. Oui, que prenez-vous en compte dans les CAPEX? Peut-être. Valérian, si tu veux. Alors, Là ou je vais commencer, mais peut-être Dorian pourra compléter. Bah, c'est vraiment tout l'investissement matériel, équipement, infrastructure qui vont être liés justement au projet. Alors, ça va dépendre de la typologie du projet, mais tout ce qui va être lié au matériel équipement qui va permettre justement de mettre en œuvre cette technologie qui va avoir pour finalité d'émettre moins de gaz à effet de serre. Voilà, je ne sais pas comment en détailler parce que c'est vrai que ça va dépendre de toutes les lignes d'investissement que vous allez avoir, mais en gros, c'est tout à l'entrée en opération. Donc, probablement vos études, vous allez les amortir. Donc, vos études, vous les passerez en CAPEX aussi. En général, c'est sur le projet, vous amortissez à peu près tout de toute façon. Donc, il y a à peu près tout qui passe. À partir du moment où vous entrez en opération, tout ce qui est CAPEX de maintenance est perdu. Mais tout est éligible. Enfin, si la question c'est est-ce que on peut prendre du terrain, du bâtiment? Oui, tout. Par contre, les exclusions habituelles, elles, restent valables. Pas de TVA, tout ce qui est frais financiers, non. Voilà, mais c'est très très large. Ça marche. Et du coup, une question connexe, l'OPEX, est-ce qu'il est également éligible? Tu prends, Valérian? Tu prends, pardon? Ouais, je prends. Oui, le premier, parce qu'on est un peu en retard, on a déjà des boards. D'accord. Donc, il faut. J'essaie de faire vite. Donc, l'assiette, c'est bien 100% de votre CAPEX, plus l'intégralité de vos OPEX sur les 10 premières années d'opération. Donc, tous les OPEX, tout. Et vous y soustrayez vos revenus sur les 10 premières années. Donc, concrètement, voilà, si vous avez vos revenus qui mangent un petit peu, normalement, vous vendez plus cher que vous
produisez, mais parfois c'est pas loin, les deux peuvent être très proches. Donc au maximum, votre assiette est composée de 60% de vos CAPEX. Ça marche. Et du coup, la question qui est en lien avec cette planche, c'est la durée du projet, c'est entre 5 à 10 ans en totalité. La question, c'est qui prend le lead sur le suivi des projets financés? Revue annuelle par la commission, audit, comment ça se passe et avec qui les lauréats interagissent une fois le Grand Award démarré? Bon, ils sont en contact directement avec un project officer de la commission et ils doivent justifier leurs coûts auprès de la commission à différentes reporting périodes, des périodes de reporting. Et comme c'est un projet lump sum, ça va vraiment déclencher le financement, notamment dans l'étape de construction, à l'achèvement d'une étape, d'un investissement ou quelque chose comme ça. Donc tout se fait sur la plateforme de la Commission européenne relative à la gestion et le suivi d'implémentation du projet. Je sais pas si ça répond à la question, mais… Je pense qu'il y a deux questions qui se rejoignent. Peut-être Dorian, puisque vous voulez distribuer un peu la parole. Quels sont les taux d'intervention et est-ce qu'il y a un critère relatif aux fonds propres? Je pense que c'est un critère relatif au montage financier surtout. Alors, donc première question sur le taux d'intervention. Donc l'assiette, j'ai expliqué comment elle était constituée. Donc c'est CAPEX plus OPEX moins revenus. Les OPEX et les revenus étant discountés sur les 10 premières années d'opération. Ça vous constitue une assiette. Sur cette assiette, on peut demander jusqu'à 60% de taux d'aide, sans plafond, hormis pour les projets pilotes qui ont un plafond à 40 millions qu'on ne peut pas dépasser. Donc taux d'intervention qui est quand même relativement important pour des projets en CAPEX sans plafond, sans besoin de notification. Donc ça c'est la première partie. Est-ce que tu peux juste me rappeler la deuxième question? C'est les fonds propres. Les fonds propres. Ok, donc c'est un projet européen. L'étude de ces projets se fait de manière un peu classique, mais comme disait Valérian, même plateforme, même tout. Donc à peu près les mêmes conditions sur les fonds propres. Donc est-ce que le calcul se fait pareil que les pays? Non. Est-ce que pour autant ils sont vigilants sur la capacité financière de l'entreprise à mener à bien son projet? Oui, à deux niveaux. Premier niveau, au moment de l'évaluation du dossier, vous devez fournir les 3 derniers bilans de l'entreprise ou des entreprises, si plusieurs entreprises il y a. Si vous n'êtes pas en capacité de produire 3 bilans parce que vous êtes une start-up, c'est possible. J'ai déjà accompagné un projet de start-up dont un des premiers financements qu'elle a obtenu, c'est un Innovation Fund. C'est possible dans la mesure où vous êtes en mesure de présenter une term sheet, une levée de fonds importante qui permet de démontrer votre capacité à financer. Ça se fait donc à deux niveaux. Ça se fait au moment de les évaluateurs évaluent votre capacité à le mener au moment du dépôt du dossier, et ça se fait aussi après, une fois que vous rentrez en phase de contractualisation, parce que vous rentrez comme n'importe quel projet, avec les services, en contact avec les services de la commission sur le volet financier. Donc ils vous demandent un certain nombre de garanties, de rentrer plein de papiers. Donc ça se fait également à ce moment-là. Parfait. Et une dernière question, Valérian, est-ce qu'on a une idée de profil des experts et évaluateurs sur ce type de projet? Eh bien, je n'ai pas la réponse. Je pense que honnêtement, j'ai pas la réponse. Je ne vais pas m'avancer et dire une bêtise. Ma question, c'est est-ce que ce sont les experts des autres du programme Horizon Europe, par exemple, ou ce sont des experts qui viennent d'ailleurs? Ça peut. Mais c'est un pool distinct normalement. Chaque dossier, c'est 4 évaluateurs, 2 techniques, 2 financiers. Les profils financiers, c'est des vrais bons profils financiers. C'est des banquiers souvent, ou des gens qui ont eu une longue expérience dans le project financing. Ce sont des gens qui maîtrisent les Excel et qui peuvent être amenés à vérifier chaque case de votre Excel. Donc vérifiez vos formules, vérifiez vos macros et vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. Donc c'est des gens qui savent faire. Ok. D'accord. Bah, écoutez, merci. Super. Merci beaucoup. Bon, mais écoutez, je pense qu'on va clore ce webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé, que nous aurons de nombreuses candidatures pour notre AMI. Ça commence à arriver d'ailleurs. Voilà, donc il clôture le 18 octobre. N'hésitez pas. Vous aurez le replay et les planches. Merci beaucoup à Dorian, Valérian pour vos interventions. Merci Laurent. Et puis, très bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.